Bonjour et bienvenue à notre session qui s'appelle Les innovations dans les designs d'études et les types d'essais cliniques. Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à deux membres internationaux en tant que participants à notre panel aujourd'hui. En premier, c'est Ritu Malhotra. Ritu est scientifique clinique principal, agent de développement de produits en oncologie chez Genentech. Elle a rejoint Genentech en 2018 et a depuis été chef de file des opérations cliniques de biomarqueurs et de la science clinique dans le développement de médicaments à un stade avancé pour les indications de tumeurs solides dans les études de plateforme. Elle croit qu'il faut garder les patients au premier plan et toutes les mesures que nous pouvons prendre pour innover et perturber les essais cliniques actuels peuvent aider à accélérer la prise de médicaments. Avec elle aujourd'hui, il y a Taras Skarpiak qui dirige l'équipe d'Amgen Global Development Operation où il supervise les efforts de transformation dans le domaine des essais cliniques en mettant l'accent sur l'intégration de nouvelles méthodes de travail et d'exécution avec rapidité, agilité et qualité. Taras est enthousiaste quant au potentiel de nouveaux modèles d'exécution d'essais pour accélérer le rythme auquel des médicaments de haute qualité peuvent être apportés aux patients. De façon personnelle, j'ai été très heureuse de travailler avec Ritu et Taras depuis quelques mois derrière les rideaux et je peux dire avec certitude que les deux sont très excités de collaborer sur ce sujet-là. Alors cette section, c'est une conversation ouverte entre Ritu, qui est chercheuse, et Taras, qui lui fait partie de l'équipe d'opération qui fait en sorte que tout peut arriver. On va discuter ici des designs d'études pendant à peu près 30 minutes et ensuite on a une session de questions-réponses pour les 10 minutes qui restent. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de envoyer vos questions à travers la conversation. Alors, Ritu, j'aimerais commencer avec toi. Peut-être juste mettre la table. Donc, quelle sorte d'innovation est-ce qu'on voit dans les designs d'essais cliniques en oncologie aujourd'hui? Merci Anne-Marie, merci pour l'introduction et définitivement une super question à discuter aujourd'hui parce que, en effet, les designs d'essais cliniques ont évolué dans les dernières années comparativement à ce qu'on faisait avant. Donc, le modèle traditionnel, donc vérifier une ou deux interventions qui étaient très chères et prenaient beaucoup de temps, c'était un grand défi. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'indications avec tellement de besoins non comblés que les patients attendent pour des options de traitement. Alors, il faut livrer les options plus rapidement aux patients. Et en ce moment, le champ, avec la technologie qu'on a et l'évolution de ces technologies-là qu'on voit dans les dernières années, a été vraiment très excitant. Et je dois dire, c'est vraiment un super moment d'être dans ce champ-là où on essaye de voir ce grand changement vers la médecine de précision ou soins de santé personnalisés. Puis il y a aussi beaucoup d'intérêt, donc des essais basés sur les mécanismes. Ça, c'est des essais qui sont un peu différents parce que l'éligibilité est basée sur des critères qui n'est pas vraiment une définition comme c'était avant. C'est plus comme des biomarqueurs, des marqueurs génétiques. Alors, l'idée ici, c'est d'adresser plus de questions, plus efficacement, mais en moins de temps. Donc, maintenant, il y a une émergence de ce qu'on appelle donc des protocoles maîtres. Puis c'est comme défini comme étant des protocoles qui sont créés pour adresser plusieurs questions. Vous avez peut-être déjà entendu parler des essais parapluie ou des essais paniers ou des essais plateforme. Alors, toutes ces sortes d'essais, c'est ce qui tombe sous l'idée de protocole maître. Alors, quelque chose comme dans un essai parapluie. On pense parapluie vraiment, donc on regarde une maladie, mais chaque branche du parapluie est différente thérapie ciblée. Alors, on veut étudier plusieurs thérapies, mais à l'intérieur d'une seule maladie. Mais le contraste, quand on parle d'un essai panier, là, c'est un essai où on étudie une thérapie, mais dans un contexte de plusieurs indications, fait comme un panier d'indications,
mais on regarde une seule thérapie puis comment ça peut avoir un impact sur différentes maladies. Et ensuite, les essais plateformes, ça l'amène vraiment au niveau suivant. Parce que là, on ne fait pas juste étudier toutes ces thérapies ciblées à l'intérieur de plusieurs maladies, mais il y a la flexibilité, donc basée sur certains signaux, donc des signaux de sécurité ou même des signaux d'efficacité. On peut, par exemple, arrêter le traitement ou même ajouter des bras de traitement. Donc, un exemple que je peux partager, c'est la plateforme Morpheus de chez Genentech. Alors, la plateforme Morpheus, c'est plusieurs essais 1B2 qui sont à travers différentes indications, puis on concentre sur les tumeurs solides. Et ça, c'est vraiment une plateforme où on regarde pour les signaux, où on évalue plusieurs indications, plusieurs combinaisons. Et la beauté de la plateforme, c'est que elle facilite des prises de décision plus rapides avec plus de confiance versus les essais conventionnels ou paniers. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on combine l'efficacité, la vitesse, la confiance, et c'est ce qui fait que c'est vraiment une plateforme originale et flexible. On peut commencer avec moins de patients, puis on peut avoir des signaux d'efficacité basés sur les données. Alors, si les résultats sont positifs, alors vous pouvez augmenter le nombre de patients. On peut inclure plus de patients pour s'assurer que les signaux sont robustes, mais plusieurs fois, ce qui arrive, c'est qu'on voit vraiment pas de signal, mais là, c'est une opportunité. On est comme, OK, on a testé cette combinaison-là, il n'y a pas de signal, on va fermer la combinaison, mais pourquoi ne pas rajouter une autre combinaison qui est aussi une option pour le traitement, puis on peut le faire à l'intérieur du même protocole. Et ça, c'est la flexibilité qu'on a avec les essais plateformes. Et ça, c'est où nous sommes. Puis ça, c'est vraiment... Ça, c'est toute ça, c'est où tous les essais cliniques évoluent. Merci pour ça. Et tu as partagé vraiment tellement d'informations incroyables. Je veux juste m'assurer qu'on a du langage qui est peut-être un peu nouveau pour les gens qui écoutent. Alors, les essais parapluies, les essais paniers, les essais plateformes, ils sont tous différents ou... Alors, dis-moi qu'est-ce qui est différent, puis dis-moi qu'est-ce qui est la même chose. Oui, définitivement. Alors, comme j'ai dit, pour un essai parapluie, on regarde à une maladie, mais on regarde à différentes thérapies pour cette maladie-là. Et le panier, c'est le contraire. Alors, on met plusieurs indications, mais on regarde à une thérapie pour voir pour une intervention comme pour toutes ces différentes indications-là. Alors, c'est tout basé sur la médecine de précision. Il y a peut-être une cible de biomarqueurs qui serait commun à travers différentes indications ou des nouvelles immunothérapies qui fonctionneraient à travers différentes indications. Donc, on peut avoir un panier puis essayer l'intervention à travers différentes indications. OK, donc il faut faire attention comme on utilise le langage. Et l'essai Morpheus, ça c'est un essai plateforme. Oui. Alors, je pense, juste en tant que sommaire, avant que je demande à Thérèse de joindre à la conversation, c'est quoi les plus grands bienfaits pour les patients avec, euh, on pourrait dire, euh, ces, ces, ces essais très, très, très spécialisés? C'est quoi les bienfaits pour les patients? Oh, définitivement une bonne question. Je pense que d'abord et avant tout, c'est parce que la façon dont les essais sont faits, il y a beaucoup de flexibilité avec les protocoles maîtres. Donc, ouvrir les cohortes, fermer les cohortes, combiner des indications avec, ou avoir essayé différentes molécules ou comment différentes molécules ciblées pourraient fonctionner. Puis, on essaye de faire beaucoup avec moins. Et donc, cette flexibilité, l'agilité, la rapidité dans la prise de décision. Donc, par exemple, une plateforme comme Morpheus, si on voit un signal, alors on peut l'amener à une grosse... On n'est pas obligé de passer à travers phase 1, phase 2, phase 3. On peut avoir un phase 1B, phase 2.
S'il y a des signaux, on peut commencer comme un phase 3, dépendamment du sponsor. Alors, ça veut dire plus rapide euh, et on commence plus petit. Donc, le coût pourrait aussi être un bienfait. On commence petit, puis on s'étend dans des plus gros essais ensuite. Alors, je suis sûr que Terrace va parler d'efficience opérationnelle qu'on peut avoir avec ces essais-là. Alors, une fois qu'on a mis en place les plateformes ou même les paniers, super, c'est un magnifique pont à Terrace qui, donc, avec toute l'innovation et type d'essai, puis la spécialisation qui semble s'améliorer de jour en jour d'un point de vue opérationnel, ça doit être un peu comme boire d'un tuyau de pompier, là. Oui, merci, puis merci pour la chance d'être ici. J'avais hâte d'avoir cette conversation-ci. Puis t'as raison. Je pense que d'un point de vue d'opération, les designs, comme mentionné par Ritu, ça peut vraiment nous aider à régler beaucoup des défis opérationnels qui normalement seraient présents dans la médecine de précision. Alors, pour ceux qui sont en opération comme moi, partagent le même enthousiasme avec ce que ces essais-là peuvent offrir. Puis ce que je veux dire ici, c'est que en général, les designs innovatifs, les plateformes, paniers, parapluies, comme il a été mentionné, ils peuvent nous aider à naviguer la complexité avec un peu plus d'élégance. Donc, quand vous pensez, donc quand on évalue différentes options de traitement en parallèle ou différents types de cancers, l'approche traditionnelle en opération clinique ne serait pas efficace. Il faut vraiment à la bonne segmentation de patients et il faut poser différentes questions scientifiques. Normalement, on ferait juste, commencerait des études individuelles pour chaque question ou pour chaque combinaison. Puis ça, c'est beaucoup d'espace ou de duplication, de perte, plusieurs essais, le temps que ça prend pour les commencer, avoir les bases de données, créer les bases de données, toutes les approbations éthiques, etc. Donc, on essaye de poser différentes questions scientifiques en parallèle, puis c'est pas faisable de façon opérationnelle. Alors, en opération clinique, nous, ce qu'on voit, c'est comment ces designs-là peuvent nous aider à donner des preuves de haute qualité plus rapidement sur les traitements qui sont prometteurs. Alors, l'oncologie, c'est un bel exemple. Les protocoles maîtres à donc différents types de cancers qui viennent de la même mutation. Donc, ça, c'est important d'un point de vue d'efficacité pour avoir des preuves rapidement. Et je vais dire d'un point de vue opérationnel que les bienfaits arrivent avec des complexités additionnelles que les équipes doivent connaître. Alors, par exemple, ça serait naviguer donc tous les points de décision pré-planifiés, les analyses de milieu ou l'ouverture, la fermeture de différentes opérations cliniques. Si vous n'êtes pas en point avec votre planification, vous pouvez avoir des changements de contrat, des délais. Les systèmes cliniques vont être plus complexes en général. Alors, la base de données ou le système qui randomise les essais. Mais le plus important, c'est qu'il faut vraiment penser à travers le design, à travers les lunettes du patient. Il faut passer à travers toutes les pièces en mouvement. Alors, par exemple, pour des nouveaux investigateurs, des nouveaux traitements, les patients doivent comprendre exactement comment ça rentre dans leur cheminement de traitement. Les investigateurs doivent comprendre comment passer à travers ces essais plus complexes. Puis j'en parle parce que nos collègues dans les biostatistiques, les traitements, pendant qu'on commence à faire plus d'essais comme ça, pendant que ça évolue dans les opérations cliniques, comment on peut soutenir les essais, puis on essaie d'aller à la vitesse de la science, mais il y a vraiment une promesse là, qui est vraiment le but, puis d'évaluer des options de traitement pour les patients plus rapidement, puis avoir une réponse scientifique avec des preuves de qualité et plus vite. Merci, Terrace. Très curieuse sur le commentaire de pré-planification, puis surtout d'un point de vue patient, c'est probablement plus grand que ça n'a jamais été.
à l'intérieur du processus. Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques que tu peux partager à ce moment-ci? Oui, absolument. C'est un champ important où se concentrer. Si on regarde à travers une lentille macro, on voit venir ensemble différents gros changements et ensuite comment les essais sont conduits. Certainement la grosseur de la médecine ciblée qu'on a parlé et de laquelle on parle aujourd'hui. Alors comment ces designs complexes innovatifs peuvent dire qu'on peut évaluer des options thérapeutiques plus rapidement. C'est très important quand vous planifiez pour ça, que vous planifiez d'avance des différentes permutations, des différents changements. Encore une fois, ce que vous essayez de faire, c'est de ne pas commencer des études individuelles pour chaque petit changement. Mais il faut aussi avoir un développement de maladie qui est basé sur les patients qui soient au centre. S'assurer que leurs expériences, leurs besoins sont incorporés à chaque étape. Ça veut dire les proches aidants, ça veut dire comprendre comment les investigateurs, le personnel sont peut-être excités, comment ça peut incorporer dans les pratiques cliniques aussi. Alors quand vous parlez des meilleures pratiques, c'est vraiment ne, ne pas éliminer la planification dès le début, comprendre le cheminement patient, comment eux vont répondre au traitement, comment eux vont répondre à l'essai, comment ils peuvent gérer, assurer les investigateurs que vous êtes un partenaire parce que eux vont amener les patients à votre essai, que eux comprennent comment l'essai fonctionne pour que vraiment ils peuvent donner de la rétroaction, puis avoir vraiment une grosse collaboration entre les scientifiques, les statisticiens, les compagnies pharmaceutiques, les partenaires en opération clinique, pour juste comprendre comment l'étude va se dérouler. Alors, tu sais, essayez de regarder autour de autant de coins qu'on peut pour que ça soit une bonne expérience pour tout le monde qui est inclus, tous les joueurs et les partenaires en recherche. Merci beaucoup. Ritu, j'aimerais retourner à toi puis avoir ta perspective sur ce que j'appelle l'utilisation des biomarqueurs dans les essais cliniques. Ça, c'est l'avenir de plus en plus. Et, et cette spécialisation, encore une fois, c'est vraiment... ça demande une collaboration plus proche entre l'opération et le design des essais cliniques. Alors, peux-tu parler de ça, comment les biomarqueurs ont un impact sur les designs d'études? Puis ensuite, ça va être à Terrace de parler sur comment tu captures certains des impacts de l'utilisation de biomarqueurs dans les essais. Euh, oui, et Terrace, merci beaucoup. Toute cette évolution d'essais a rajouté les complexités, comment on implante les essais, puis les biomarqueurs essayent ou commencent à être la clé sur comment on peut arriver à cette médecine de précision, identifier c'est quoi les cibles clés qu'on peut utiliser pour la maladie des patients et qu'est-ce qui pourrait être... Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information génétique et comment nos médicaments vont être ciblés pour cibler certaines mutations et comment est-ce qu'on peut suivre les changements, alors comment ils sont mutés sur une ligne de temps et comment les biomarqueurs peuvent être suivis. Et puis une autre complexité que je rajouterais, puis encore une fois, ça a rapport avec les biomarqueurs, c'est le développement de diagnostics accompagnants parce que ça, c'est tous les tests qui sont là pour les biomarqueurs, pour les mutations spécifiques à l'intérieur des essais cliniques. Alors, beaucoup des essais ont des combinaisons de produits. Alors, il faut trouver la population de patients, ensuite les décisions de traitement, puis ça pourrait être un diagnostic in vitro, mais ça pourrait être aussi des outils de visionnement, puis il donne de l'information sur comment essentiellement sécuritaires et efficaces ils sont dans l'utilisation avec les thérapeutiques. Alors, c'est un peu comme marier le produit au biomarqueur, puis on peut essentiellement voir le cheminement du patient entre pas juste identifier la bonne population, mais aussi c'est quoi la réponse du patient dans le cours du traitement. Alors ça, c'est des outils très excitants et il y a beaucoup d'exemples
qui ont été améliorés par les autorités de santé, mais un vraiment qui rentre en tête, c'est utiliser les biopsies liquides ou l'ADN des tumeurs qui circulent. Alors, ça, c'est vraiment la technologie, l'espace dans lequel on est, parce que au lieu d'utiliser des biopsies, ce qui est invasif, et d'essayer de voir comment ils répondent au traitement, est-ce que le patient a progressé, est-ce que le traitement a un bienfait pour le patient, on peut juste prendre les biopsies liquides comme une prise de sang et suivre le cheminement du patient puis voir la progression pour la réponse du traitement. Alors, oui, très excitant, beaucoup d'outils pour suivre le cheminement des biomarqueurs et aussi pour le diagnostic, mais il y a aussi beaucoup de coûts dans le développement de ces technologies-là. Puis au moment où on est, ce sont des technologies très chères pour se faire approuver et inclure dans un essai clinique. Mais c'est tellement une grosse promesse qu'on a pour le cheminement d'un patient et comprendre la réponse au traitement que c'est excitant de voir comment ça va évoluer sur le temps, être capable d'aider le patient à progresser. Et Terrace, c'est quoi l'implication sur ça, sur ton travail? Et juste en plus grande question, Ritu, tu l'as mentionné, comment est-ce que c'est courant fondamentalement ces concepts-là de suivre les biomarqueurs à travers un processus? Est-ce qu'on est loin de ça? Est-ce que c'est relativement proche? Terrace, est-ce que tu veux commenter là-dessus? Ça serait très utile. Oui, en fait, je pense que plus généralement, les essais basés sur les marqueurs que Ritu mentionne, c'est vraiment fait pour augmenter. C'est vraiment ce qui est sous-jacent dans les essais basés sur la médecine ciblée. Beaucoup des biomarqueurs sont utilisés en ce moment et une chose que Ritu a mentionné, c'est que ce que ça requiert, c'est vraiment une coordination extraordinaire entre les cliniciens et les, les équipes d'opération, diagnostic et tout le reste. Cette planification est essentielle. C'est juste une nouvelle sorte de question. Et comme Rito a mentionné, si on veut utiliser des diagnostics accompagnatrices, il faut savoir comment les utiliser. Est-ce que c'est facile de le faire pendant un essai clinique, par exemple? Alors, il y a d'autres choses auxquelles il faut regarder en opération. Il faut préparer pour, par exemple, pour la recherche basée sur les biomarqueurs. Peut-être pour les gens qui écoutent, qui viennent du point de vue des commanditaires, il faut peut-être être au courant des potentiels, des complexités pour l'établissement du design. Alors, tous les processus qui sont en place, assurez-vous d'aider les investigateurs et les employés, le personnel. C'est complexe. Ça vient avec plus de responsabilités, puis il faut vraiment s'assurer qu'ils comprennent comment naviguer ça pendant qu'ils amènent leurs patients sur vos essais. D'un point de vue opérationnel, il faut vraiment comprendre le rôle de la planification, puis par exemple, les taux de discontinuation qui pourraient être plus hauts, inaudibles. Et ici, le point de vue de la réglementation évolue aussi. Puis surtout pour les gros essais multicentres internationaux, ça, tu sais, la réglementation en Europe, c'est là que beaucoup des choses se font, mais ça évolue ici aussi sur comment on peut utiliser la recherche basée sur les biomarqueurs de façon appropriée. Puis ça revient à l'incorporation à travers le processus de développement de médicaments, à travers le thème qu'on a parlé dans l'autre question, qui était de, tu sais, si on le fait bien la première fois, un bon design et une bonne coordination entre les sites thérapeutiques, les sites statistiques et les sites, et une bonne relation avec les sites cliniques et une bonne compréhension qu'on peut comprendre le cheminement de l'investigateur et s'assurer qu'on a vraiment mis en place les bons soutiens et l'infrastructure pour les aider à travers. Oui, merci beaucoup. Et je veux avoir la conversation sur, parce qu'encore une fois, il y a eu tellement à travers la pandémie sur les essais décentralisés. Je voulais avoir vos perspectives là-dessus.
Euh, L'application en oncologie, comment vous voyez l'avenir des essais décentralisés, puis particulièrement en oncologie. Ritou, à toi en premier. Oui, merci Anne-Marie. Puis oui, c'est vrai, avec les essais décentralisés, surtout après la pandémie, essentiellement, on essaye d'avoir une plus grande proportion d'essais directement aux patients versus le modèle traditionnel où le patient doit venir au site des essais. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait à travers le cheminement, alors comment le patient est capable de participer à l'essai et comment est-ce qu'on mieux soutenir un patient à travers leur cheminement dans l'essai. Parce que c'est toujours en essayant comment on peut garder le patient dans l'essai. Puis ça, c'est la chose la plus importante pour nous, d'avoir les données pour quand les patients sont dans l'essai à travers tout le cheminement de l'étude. En faisant tout ça, d'un point de vue clinique, je pense que tous les outils sont fantastiques, mais on doit s'assurer qu'on maintienne l'intégrité de l'essai parce qu'il y a tellement de variables qu'on essaie de contrôler. Puis il y a peut-être des cas ou des outils où on doit être au courant que c'est quoi les sources de biais, puis comment est-ce qu'on peut contrôler les biais. Est-ce qu'on peut mettre des outils de mitigation pour les aider à les contrôler? Puis ces outils-là, comme Taras a mentionné, c'est très différent dans différents pays, puis ça évolue à travers les différents pays à cause des réglementations. Alors garder l'intégrité des données, je pense, c'est clé. Alors, comme ça, quand on regarde une étude en tout, on peut prendre les bonnes conclusions de notre étude. Encore une fois, bon design et ensuite implantation sont clés pour utiliser tous les outils de décentralisation. Merci. Terrace, est-ce que tu aimerais commenter sur ça? Surtout la prolifération de, j'utilise le mot outil, si on oublie un peu les problèmes de réglementation, j'imagine que ça rend ton travail difficile, mais aussi plus facile à certains endroits. J'aimerais ta perspective. Oui, merci. Je pense que c'est vraiment une opportunité excitante dans l'espace en ce moment, à travers tous les champs thérapeutiques, incluant l'oncologie. Tu as raison, le, la décentralisation c'est juste complètement différent dans les dernières années, là. Euh, Probablement, il fallait que les essais continuent pendant la pandémie, mais les centres d'essais devaient gérer comme des gros fardeaux, des patients qui étaient réticents, ne voulant pas être exposés en venant à la clinique. C'est juste un bel exemple de comment le privé et la réglementation est comme venu ensemble pour donner de la flexibilité, pour dire, OK, comment est-ce qu'on peut aider à garder les patients sur les essais, comment est-ce qu'on peut réduire le fardeau sur les sites pour que les gens restent. Alors, ça, c'est vraiment le défi dans les dernières années. Puis même avant ça, même avant la pandémie, un petit pourcentage de patients éligibles participaient dans les essais cliniques. Et les raisons, des fois, c'était un fardeau, un défi, une barrière, distance d'un site d'essai. La plupart des gens ne vivent pas proche à l'intérieur de 2 heures d'un centre d'essai clinique. Alors, c'est vraiment juste avoir toutes les approches pour aider la recherche clinique, pour que ça rentre dans la vie des gens et amener l'essai aux patients versus rajouter des barrières supplémentaires pour qu'eux participent. Alors, quand on regarde à toutes les choses comme les soins à domicile, distribution des médicaments direct à la maison, utiliser les laboratoires locaux, l'imagerie pour les évaluations, ou certainement des choses comme de la collection passive de données à travers des choses qu'on peut porter, des appareils portables. Il y a beaucoup de ça est en oncologie, mais comme n'importe quel essai, comme n'importe quoi, il faut prendre une approche délibérée, comprendre la nature des données qu'on va collecter, comment est-ce qu'on contrôle pour les biais, l'homogénéité. C'est pas une approche un pour tous, mais on voit une application claire
d'évaluation, de consentement, de collection de données, par exemple, avec les appareils portables, différents produits, certainement les soins à domicile ou la collecte d'échantillons ou tu sais, ça peut être tout ça peut être amené aux patients. Puis une des choses qui bourgeonne en ce moment, c'est les PRO. Alors, les résultats auto-donnés par les patients sans nécessairement être obligé d'aller à la clinique. Alors, il y a beaucoup d'applications, puis beaucoup de choses qui ont été faites pendant la pandémie vont devenir durables et juste la façon dont on travaille. Mais je vais dire, à travers ma propre lentille, c'est qu'on ne voit pas les techniques décentralisées comme étant une fin en soi. Ça fait vraiment partie d'un plus grand portrait, d'une approche basée sur les patients pour le développement de médicaments. Alors on comprend, pendant qu'on décrit le protocole, le programme, que c'est quoi les barrières aux patients qu'on peut voir, comment on peut réduire ces barrières-là, comment on peut comprendre les sources de fardeau pour les coordonnateurs ou les investigateurs ou les donneurs de soins, comment on peut réduire la toxicité. Alors, on va avoir une maturation des approches et on le sait que les patients veulent participer dans les essais de différentes façons. Il y a certains patients qui vont peut-être habiter loin d'un centre d'essai. C'est peut-être un fardeau de venir aussi souvent qu'ils ont besoin. Mais est-ce qu'il y a une partie de ça qui peut aller à eux à la maison? Alors comme ça, ils ne sont pas obligés de venir à toutes les semaines et d'autres participants vont peut-être vouloir aller au site et parler aux coordonnateurs, aux médecins à qui ils font confiance. Alors, il faut trouver différentes façons pour donner droit aux participants de se joindre aux essais et s'assurer, comme Rito a dit, la constance, l'intégrité qu'on doit avoir. Et il faut s'assurer que les données ont la rigueur, mais comment est-ce qu'on peut ouvrir l'aperture pour que les patients puissent participer? Je veux juste finir avec une dernière question. Je vais vous mettre sous le spot. Je dois dire que juste votre engagement, votre passion à mettre les patients à l'avant-plan, c'est tellement, tellement clair dans vos deux conversations. Ritu, si vous aviez besoin une chose de clean-ups, des opérations cliniques, pardon, à l'avenir pour vous aider à être plus centré sur les patients dans vos designs d'essais. Et Terrace, je te demanderais de répondre à la question en disant qu'est-ce que vous avez besoin de l'équipe de recherche pour être plus basé sur les patients dans votre travail. Et on va faire ça, puis ensuite aux questions. Alors, Ritu en premier. Merci Anne-Marie, et je dois dire, c'est tellement un partenariat proche entre les opérations et le clinique. Avoir comme des patients au centre dans toutes les discussions, avoir leurs opinions là, parce que la centricité aux patients, c'est vraiment le plus important en ce moment. C'est même pas juste pour avoir la population, c'est avoir la diversité dans nos études, mais juste s'assurer que nous incluons et donnons l'opportunité à tous les patients de faire partie des études. Alors, c'est tellement un gros partenariat entre les opérations. Et une chose, c'est là qu'on s'en va en ce moment, c'est, je pense que science et opération, c'est de trouver la bonne population de patients. Parce que souvent, on travaille dans des grands centres académiques, des gros sites, mais comment est-ce qu'on trouve les patients qui viennent des centres communautaires, par exemple? Alors, ils sont pas là pour les gros essais. C'est très difficile au point de vue opérationnel, mais on fait des efforts, on travaille ensemble pour trouver chaque patient puis leur donner une opportunité pour faire partie des essais où quand ils ont plus d'opportunités de traitement disponibles. Alors, est-ce qu'on peut faire partie des thérapies qui peuvent changer des vies et donner l'opportunité aux gens d'avoir les traitements? Merci. Terrace, tu as le dernier mot. Même question. Alors, je pense que s'il fallait répondre, ça serait très similaire. Puis je pense que ça montre qu'il y a probablement beaucoup d'accords entre l'opération puis le thérapeutique.
Je pense que ce que Ritu a dit est très important. C'est que notre objectif, c'est vraiment de développer des médicaments qui représentent tous les patients qui sont affectés par la maladie. Et donc, ouvrir la lentille sur comment on peut participer, je pense que c'est tellement important. Et comme Ritu a dit, les centres traditionnels sont très importants, mais comment est-ce qu'on peut être plus inclusif dans les patients qui ont été exclus historiquement? Alors, comprendre les maladies dans différentes populations, je pense que c'est super. Puis c'est probablement ce que je dirais aussi. Alors, ce qu'on a dans l'industrie, c'est vraiment une compréhension accrue et c'est pour ça que les patients sont au centre de comment on développe les médicaments. Puis je pense que si on combine la rigueur de la science avec comment recruter pour les essais, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les essais rentrent dans la vie des patients. Alors c'est un temps vraiment excitant pour les designs innovatifs. Je pense qu'ils ont beaucoup de potentiel. Je suis vraiment juste excité d'en faire partie. Merci. Et je veux remercier à vous deux pour un super partenariat que vous avez partagé à travers la préparation pour aujourd'hui. On a plusieurs questions qui sont rentrées et je vais vous les donner pendant qu'ils rentrent, mais merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Bienvenue. Alors, on a une période de questions très courte avec Terce et YouTube. Et je vais prendre certaines questions dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Alors, je vais commencer la première question. Je pense que c'est une des questions les plus importantes, en fait, vu qu'on a eu tellement de conversations sur l'engagement des patients et ce que j'appelle les essais cliniques innovantes. Est-ce qu'il y a des cadres en place pour comment les patients peuvent être inclus dans ces nouveaux essais innovants? Et j'imagine que c'est une question difficile parce que c'est nouveau et innovant. Mais est-ce qu'il y a une reconnaissance de cadre? Est-ce qu'il y a des... Alors, Ritu, je vais passer à toi. Alors, merci Anne-Marie et merci pour la question. Alors, je dirais, tu as raison, parce que ce sont encore des évolutions euh, avec les différentes sortes d'essais. Les choses rentrent en place et ils sont en train de développer. On fait des améliorations le plus on avance parce qu'on apprend aussi à travers le processus de créer ces essais très complexes et l'engagement patient. Alors, définitivement, un travail progresse, mais il y a un cadre où, en tant que commanditaire, on a des protocoles, on travaille avec les autorités de santé et ils acceptent la flexibilité qu'on a besoin dans les protocoles, comme changer le cours du protocole. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut fermer un bras et ouvrir un autre bras dans le même groupe? Alors, cette flexibilité a une certaine acceptation avec les autorités qui ont été très soutenantes dans tout le processus de nouveaux essais comme ça. Super. Et est-ce qu'il y a une sorte de dépôt d'organisation où ces cadres-là, où cet apprentissage est comme capturé de façon centralisée? Est-ce que c'est vraiment juste essai sur essai en ce moment? Est-ce qu'il y a un endroit où on partage, où on peut apprendre de différents essais qui sont en train d'être créés à travers l'écosystème? Ouais, c'est super. En tant que commanditaire, alors par exemple, j'ai partagé au sujet de la plateforme Morpheus. Nous, on est propriétaire de la plateforme, puis nous, on partage avec du début à la fin et on partage ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on peut trouver plus de signaux plus efficaces. Alors, à l'intérieur de la compagnie, on partage, mais je pense qu'il y a des formes où il y a un échange entre différents commanditaires à travers différentes compagnies où il y a des discussions sur comment on peut apprendre de tout un chacun et nos apprentissages et où on apprend et les problèmes qu'on rencontre, comment on peut mieux servir le patient. Alors, tous ces partenariats sont en train d'être créés. Puis des groupes de collaboration industrielle, par exemple. Super, merci. Et merci de partager avec nous.
Ce qui m'amène à la prochaine question, qui est à quel point est-ce qu'il y a des problèmes de partage de données, surtout avec les différents, c'est qu'on pense des essais décentralisés, le cadre de réglementation est différent à différents endroits, etc., etc. Alors, comment est-ce que ça a un impact sur le partage de données en général? Je pense que les commanditaires ont des opportunités d'avoir cette transparence et de partager, mais on est limité par la réglementation dans différentes places, comme on peut partager les données à travers tous les pays et toutes les régions. Encore une fois, c'est un travail qui avance. Plus a été fait, mais plus à venir sur qu'est-ce qui va être et qu'est-ce qui peut être partagé. OK, ça fait partie du processus, donc j'imagine. Oh, un instant. Je pense qu'on essaie de reconnecter Terrace. Oui, on entend Terrace. OK, super. Et Ritu, on va continuer avec notre question. Alors, il y en a une autre ici qui est à quelle distance dans la mer est-ce que tu crois qu'on va traiter des mutations spécifiques et non des sites cancéreux? Ben, ça a déjà commencé. C'est pas juste à l'avenir, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Puis maintenant, on essaie d'arriver à chaque patient individuel. Maintenant, on a des groupes qui ont des mutations individuelles, mais on essaie de tout utiliser pour avoir une approche personnalisée. Alors, définitivement, c'est quelque chose qui arrive en ce moment avec les différentes thérapies. Euh, et je pense qu'avec les technologies qui évoluent et maintenant qu'on a une meilleure compréhension de la maladie, de la biologie du patient, il va en avoir plus qui va venir à l'avenir. Alors, on n'est pas loin, mais c'est juste une question de temps et comment on avance dans ce champ-là. Merci beaucoup pour deux choses. D'abord, on essaie de revoir Terrace pour la question-réponse, mais on a des difficultés techniques. Alors, c'est un peu mis le flambeau pour les deux. Et je peux dire aux gens ici que ces deux-là travaillent vraiment très bien ensemble. Et je veux remercier Ritu d'avoir terminé sur une note tellement optimiste. Et merci pour ta participation aujourd'hui. Et Terry, si tu es là et si tu peux nous entendre, on te remercie aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci.